Louis. Il y a des interactions sociales dont je ne me remets pas, même 25 ans plus tard. Par exemple, j'ai un souvenir très très clair d'un jour, pas longtemps après la rentrée, en 6e, où j'ai couru en criant sur toute la longueur d'un quai de métro pour montrer à un garçon de 6e 3 que je trouvais cool et que clairement je voulais impressionner, que j'avais écrasé mon goûter. Et quand je suis arrivée essoufflée devant lui avec cette information primordiale, il m'a regardée vraiment comme si, 1, il m'avait jamais vu de sa vie, et 2, qu'il était très gêné pour moi. Franchement, j'ai 37 ans, ce n'est que depuis très récemment que je peux penser à ce moment sans ressentir encore de la gêne, sans faire un petit mouvement de tête et d'épaule pour chasser le souvenir. Et ça, c'est la version un peu extrême et hypertrophiée par le cerveau adolescent. Mais je peux aussi vous raconter tous les bouts de nuit que je passe à me refaire des conversations en étant hyper critique avec moi-même, persuadée que l'autre personne ne m'a pas aimé, m'a trouvé soit trop, soit pas assez. Et je sais que je suis pas la seule à me coltiner ce juge intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on est aussi pessimiste sur la manière dont les gens nous perçoivent ? Et comment faire taire cette voix un poil envahissante et pas très sympa ? Je suis Marie Misset. Bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Effectivement, je suis pas la seule à repenser à mes conversations du jour ou d'il y a 25 ans en ayant un petit frisson de la honte dans l'échine. Valentine a la vingtaine et se produit parfois dans des cabarets. Garance est une amie d'amis que je trouve toujours très drôle quand on se voit. Aurélia est attachée de presse, son travail, c'est littéralement de parler aux gens et de les convaincre, même quand ces gens n'ont pas envie qu'elle leur parle. Elles me font toutes l'effet d'être plutôt à l'aise. Et pourtant, elles m'ont confié qu'elles vivaient la même chose que moi. Franchement, un des premiers trucs que je fais quand je suis seule après une interaction, c'est de me dire « Mais bordel, pourquoi est-ce que j'ai dit ça comme ça ?» Pour moi, c'est impossible de pas imaginer refaire toutes les conversations. Moi, j'ai peur tout le temps. J'ai peur avant, pendant et après. J'ai refait toutes les conversations de ma vie. Ah, mais là, j'aurais dû dire ça. Ou là, j'ai pas eu la bonne répartie. Pourquoi j'ai employé ce ton-là ? J'ai toujours peur de pas avoir été assez bonne. Un ami scénariste m'a formulé ça comme ça. Bien sûr que je me refais les conversations dans la tête et surtout, comme beaucoup de gens j'imagine, je me dis mais qu'est-ce que j'aurais pu dire et comme j'écris des films, je pense souvent à des répliques ou des choses que j'aurais pu faire. Je suis désolé pour la réverb, je suis aux toilettes. Ouais, peut-être qu'après avoir écouté cet épisode, il se dira qu'il aurait pas dû me dire qu'il était aux toilettes. J'ai récemment lu une petite BD sur Instagram qui racontait exactement la même mécanique. Celle d'une autrice et illustratrice qui s'appelle Si et qui est entre autres la créatrice de Radium Girls. Ce post Instagram, avant de m'en expliquer la teneur, elle m'a dit qu'elle avait été estomaquée par l'impact qu'il a eu et à quel point il a été enregistré notamment. Dedans, elle raconte exactement le même scénario. À chaque fois que je sors de soirée, même peu importe si j'ai passé une soirée bif-bof ou une soirée géniale, j'ai toujours sur le chemin de retour un examen de conscience interne qui va me dire « Mais c'était super, mais est-ce que c'était si super pour tout le monde ? Est-ce que toi, tu n'as pas pris toute la place ? Est-ce que tu n'as pas vortexé toute l'attention, etc. Et puis à ce moment-là, t'as dit ça. Est-ce que c'est vraiment ça que t'as dit ? T'as pas un peu fanfaronné ? Enfin, bref, la culpabilité, pourtant je suis pas d'un naturel anxieux, mais là, alors là, vraiment c'est la fanfare, là, vraiment. Et en fait, et à la fin, je finis par me dire en fait, je suis une merde, alors que j'ai passé une bonne soirée. Mais c'est quoi ce monologue intérieur, cette petite voix-là qui est méchante ? Si je vous disais que ce discours hyper critique envers soi-même est en fait complètement à côté de la plaque et qu'on vous apprécie plus que vous ne le croyez. Aux États-Unis, des chercheurs ont étudié un phénomène qu'ils ont baptisé le liking gap. On pourrait traduire par l'écart d'appréciation. Et j'espère que d'apprendre ce que c'est, ça va vous détendre un petit peu. Le liking gap est un phénomène étudié par Gus Cooney et Erica Boosby sur l'expérience qu'on fait en ayant une conversation avec quelqu'un.
Et souvent, les gens ont des doutes ou des inquiétudes sur le fait que la personne en face les ait bien aimés ou pas. Michael Cardass, que vous venez d'entendre, est docteur en sciences comportementales et enseigne le management à la Northwestern University aux États-Unis. Les sciences comportementales convoquent la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, bref, les sciences sociales et l'économie pour s'intéresser aux prises de décision des gens et à leurs stratégies de communication. Ces sciences comportementales, elles s'appuient notamment beaucoup sur des données empiriques, sur des études à grande échelle et de l'observation. Et la conclusion à laquelle toutes les études sur le liking gap aboutissent, c'est celle que me donne Michael Cardass. Les gens sous-estiment l'appréciation que les autres ont d'eux, en tout cas après une première conversation. Alors ça, c'est une révélation. De manière systématique, on a tendance, dans notre grande majorité, à penser que les gens avec qui on interagit pour la première fois nous apprécient moins que ce que les études mesurent. Et pour arriver à cette conclusion, ces chercheurs se sont notamment intéressés aux interactions entre étudiants en première année de l'université d'Yale pendant plusieurs mois. Pour être clair, c'est-à-dire que quand vous sortez d'une conversation avec Pétronille, que vous venez de rencontrer à la soirée de votre ami Gérard, et que vous vous dites « Ah, je suis insortable, Pétronille, elle a dû me prendre pour une chèvre sans éducation, alors qu'elle, elle est si spirituelle. » Pétronille, elle, de son côté, elle s'est très certainement dit « Mais quel humour !» Alors que moi, vraiment, j'ai zéro répartie. Ce qu'il y a de bien, ou de mal, ça dépend de la perspective, c'est que la personne en face est très probablement empêtrée dans le même problème que vous. Dans une publication signée par plusieurs chercheurs de l'université de Yale qui date de 2018, les chercheurs Gus Cooney et Erika Bousby détaillent comment on en arrive à la conclusion erronée selon laquelle les gens nous ont trouvés nazes. Ils citent notamment une étude de Epstein et Reus publiée en 2008 qui dit que ce monologue intérieur, à la base, il a un intérêt fonctionnel. Celui d'améliorer nos compétences narratives, de repérer là où on pourrait faire mieux, la digression qu'on aurait pu éviter, la blague qu'on aurait pu faire autrement, pour que notre histoire soit plus percutante. Le but, c'est de nous aider à nous améliorer dans nos conversations. Et c'est d'ailleurs ce que me dit Garance, dans la suite du message qu'elle m'a donné. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un alter ego qui finit des conversations géniales avec les gens qu'elle a rencontrés dans la journée. Alors juste, ces personnes ne sont pas au courant qu'ils ont eu ces conversations. Cet alter ego dont Garance parle, c'est la version idéale d'elle-même. On la connaît tous, hein. C'est celle qui trouve une bête de répartie 3 heures après une conversation où on s'est fait moucher. Et d'après les chercheurs de l'étude du liking gap, un des grands moteurs qui nourrit nos monologues intérieurs, c'est la comparaison entre cette version idéale et ce qui s'est réellement passé. Or, la manière dont on repense aux événements est pas correcte. Les autres n'ont en fait jamais accès à la version idéale de nous et de nos réponses qui existent dans nos têtes. Ils se contentent donc de ce qu'ils ont, pas de ce qui aurait pu être. Si vous vous dites « Quand Pétronille m'a dit qu'elle adorait la tarte aux pommes, j'aurais tellement dû lui parler de cette recette de fou de ma grand-mère, elle aurait pu la cuisiner pour ce fameux repas qu'elle va organiser ce week-end », dites-vous bien que cette personne ne vous trouve pas égoïste et nulle de ne pas avoir pensé à la recette de mamie, parce qu'elle ne sait pas qu'elle existe. Ce qui est en jeu dans ce liking gap, c'est qu'on attribue aux autres ce flot de pensées négatives qu'on a sur soi. On imagine que toutes ces horreurs qu'on se dit sur nous-mêmes, forcément, les autres les pensent aussi. Or, non, c'est pas vrai. Et ça d'ailleurs, Valentine qui disait que chacune de ces interactions est suivie d'un intense examen d'elle-même où elle se critique, elle en a quand même l'intuition quand je lui raconte ce que c'est exactement que ce liking gap. Effectivement, ça me rassure de savoir que c'est statistiquement prouvé que les gens ne me détestent pas après chaque interaction. Effectivement, statistiquement, c'est forcément con parce que je le fais pas pour les autres personnes. Donc, c'est-à-dire qu'après une interaction, je réfléchis jamais en me disant « Purée, le ton que cette personne a employé avec moi est vraiment nul. » Bon, ça veut pas dire que personne ne vous juge jamais, mais qu'il y a peu de chances, si j'en crois les études, qu'ils le fassent avec la même intensité que vous-même. Parfois, on n'arrive même pas à déceler chez l'autre les signes que tout va bien, qui nous trouvent marrants, intéressants, non pas parce que les signes ne sont pas là, mais parce qu'on est trop occupé à faire notre propre autocritique en direct pour vraiment prendre l'autre en compte. C'est ce que me décrit Si, qui est souvent expansif dans ses interactions et qui a aussi déjà dessiné une petite BD sur ces moments-là. J'en fais un peu des caisses, un peu la commedia dell'arte, allez vas-y, parce que j'ai tendance à être très comme ça. Et en fait, vraiment, j'ai mon double de moi, je me duplique et j'ai un double de moi qui prend la bulle de la fanfaronnade que je suis en train de dire, qui la prend, qui la replie, qui la prend sous le bras et qui dit « Ça, je te la ressortirai au moment où tu t'endormiras ce soir. » Et là, t'es en mode genre « Non, fais pas ça !» Et tu sais, c'est le truc qui te hante.
Comment voulez-vous être concentré sur les autres quand vous avez un Jiminy Cricket maléfique qui vous punit pendant même que vous parlez ? Je te regarde. Ce que je trouve fascinant avec cet exemple de Si, qui est à l'aise avec les autres, c'est que la dureté de ce monologue intérieur, c'est aussi vrai pour des gens introvertis, c'est-à-dire ceux qui perdent de l'énergie au contact des autres, que pour les extravertis qui, au contraire, sont reboostés par les interactions sociales. Pour y faire face, en tout cas, à tout ce blabla interne, Aurélia, elle a trouvé un truc, elle instaure un contre-monologue, une deuxième voix qui la soutient et surtout, qui l'aime bien, qui lui veut du bien. Je me parle avant, putain, ça fait vieille folle. Je me parle avant, je me dis, bon, écoute là, tu vas avoir un tel, il faut que tu sois comme ça, vas-y, respire, c'est pas grave. Et surtout, il y a une phrase que j'adore, que je dis à mes enfants, devant chaque situation qui peut un tout petit peu t'angoisser, je dis, mais si t'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais ? Et la question, elle paraît bateau. Mais en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, bah, si j'avais pas peur, je lui dirais bonjour, je lui ferais un grand sourire, mais je me le dis à haute voix, je me le dis pas dans la tête. Hein. Ah bah bien sûr. Ah bah sinon ça marche pas. Mais ouais, je me parle avant et après je me dis bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, j'ai une conversation avec moi-même et je me rassure aussi beaucoup parce que je m'aime bien quand même. Donc je suis assez bienveillante et si ça s'est mal passé, je dis hey, tu sais quoi, c'est pas grave, prochaine fois ça se passera mieux. Et puis tu sais quoi, ce gars-là tu l'as perdu, tant pis, j'en ai là, il t'a envoyé bouler. Hey, c'est pas grave, la prochaine fois ça se passera mieux et la prochaine fois ça se passe mieux. C'est aussi ce que fait Si. Elle entame un dialogue avec la voix qui lui dit, je la cite, qu'elle est une merde. En fait, j'essaie de faire par le rationnel, tu vois. Genre, rationaliser le truc en disant, déjà, ces personnes-là, est-ce que c'est grave, en fait, qu'elles aient une opinion qui est pas dingo ? Bon, parfois, oui, parce que j'ai envie, ces personnes, je les trouve cool, j'ai pas envie qu'elles me trouvent pas cool, quoi. Il y a des moments, clairement, on s'en fout. Parfois, je suis en mode genre, oui, bon, bah, lui, je l'ai trouvé chiant aussi, donc je vois pas pourquoi, enfin, tu vois. Et surtout, Si essaie de se rappeler qu'elle a le droit de prendre sa place, que c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle a pas le droit de fanfaronner et de faire des grosses blagues. J'ai d'ailleurs demandé à Michael Cardass et à une des chercheuses qui a travaillé sur le liking gap, Juliana Schroeder, s'ils avaient pu observer des différences entre les hommes et les femmes sur ce point. Les deux m'ont assuré que jusqu'ici, les genres sont concernés dans des proportions similaires. Mais quand on n'a pas accès à cette voix intérieure un peu bienveillante qui peut contrecarrer le monologue hyper dur qu'on est en train de se jouer, on peut effectivement se sentir un peu bloqué dans nos interactions avec les autres. Et ça risque peut-être de nous empêcher de faire des rencontres qui pourraient être importantes pour nous. C'est ce qui aurait pu arriver à Julie, qui vit à côté de Lyon. À l'époque, elle est étudiante en activité physique adaptée. J'ai fait un stage dans un club de tennis de table handisport. Et donc, lui, en fait, faisait partie de ce club. Et donc, du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là. C'était pas mon maître de stage. C'était simplement un adhérent du club. Et c'est vrai que, en fait, il a un abord quand même plutôt froid, je pense que c'est une forme de timidité chez lui. Enfin, j'avais l'impression que, ce que je disais, ce que j'étais, ça l'intéressait pas spécialement. Il s'est avéré que finalement, je l'intéressais, il me trouvait mignonne, donc comme quoi je me suis vraiment complètement trompée sur sa perception. Julie me dit que cette erreur de perception en particulier, elle s'en souvient parce qu'aujourd'hui elle a 2 enfants avec cette personne, avec qui elle est depuis 10 ans. Depuis le début de cette réflexion, je me dis que quand même, est-ce qu'on serait pas tous un peu parano ? J'ai posé la question à la psychologue Laurie Hawkes, autrice de La peur de l'autre, surmonter l'anxiété sociale. Dans les définitions de la paranoïa, il y a une hypertrophie du moi. On est au centre, non pas parce qu'on se trouve formidable, mais parce qu'on pense qu'on va être persécuté, que tout le monde s'intéresse à moi pour me surveiller, etc. Donc, tous les gens qui ont ce gap-là dont vous parlez ne sont pas parano. Mais il y a cette impression surgonflée, effectivement, de l'attention qu'on nous prête. C'est-à-dire, si on est mal habillé, par exemple, et qu'on marche dans la rue, on a l'impression que tout le monde nous regarde en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme, comment elle est habillée ?» Alors que 90%, par exemple, des gens s'en foutent complètement. Et de temps en temps, quelqu'un va juger, va dire « Oh, celle-là, gênée de sortir comme ça. » Mais bon, il y en a très peu. Pour autant, me dit Laurie Hawkes, il n'y a absolument aucun mal à être au centre de son propre univers. C'est comme ça pour tous les gens que je croise, ils sont au centre de leur univers. Donc, ils sont des satellites dans mon univers et je suis un satellite dans leur univers. Et on doit peu à peu construire cette vision que chacun est
égocentrique à bonne dose, quoi. C'est pas déségocentrique, mais oui, on est tous au centre de notre univers. Et si on n'arrive pas à être le centre de notre univers, c'est embêtant, parce que on s'intéresse pas assez à soi. Ok, bon, merci Laurie Hawkes. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'être le centre de son propre univers, c'est même souhaitable. Ce qui est dommage, c'est quand ça nous empêche d'être pleinement avec les autres. Mais autre chose me frappe dans le témoignage de Julie, c'est que cet écart de perception qu'elle a eu avec le futur père de ses enfants, elle le vit finalement presque au quotidien. Et il est spécifiquement lié à sa peur de ne pas être intéressante. C'est vrai que dans la semaine, là, j'en discutais avec des collègues de travail et en fait, c'est une perception, moi, que je leur disais que j'ai très souvent, en fait, c'est que je vais discuter avec des gens, mais en fait, je vais avoir souvent l'impression, comme tu disais, qu'après la conversation, en fait, je suis carrément... Enfin, que eux, ils m'ont pas perçue intéressante ou quoi, tu vois. À ce propos, Laurie Hawkes a une piste des réponses. Elle a en tête des patients à elle qui sont intimement persuadés de ne pas être intéressants. Et elle me dit que parfois, c'est vrai, on est coincé dans des boucles. C'est ce qu'on va voir après la pause. Laurie Hawkes me parle d'un cercle vicieux qui peut se mettre en place à partir de fausses croyances qu'on a sur soi-même. La petite voix critique, là, qui vient nous casser le moral. Si je pense je ne suis pas intéressante, soit je vais faire la petite souris, on ne me voit même pas, soit je me tortille, je me mets dans un coin. C'est comme si je portais un grand sweatshirt avec écrit « pas intéressante ». Et donc, les autres gens, soit ils vont même pas me voir, soit ils vont se dire « oula, celle-là, elle a l'air terne ». Donc, ils vont pas me parler, ce qui vient renforcer mon image de moi. Ça me persuade encore plus. Ben oui, je suis allée à une soirée, ma psy m'avait dit d'aller à une soirée, et ben personne ne m'a parlé, ben c'est bien parce que je suis pas intéressante, donc j'irai plus à des soirées. Et donc je reste enfermée chez moi, et évidemment, toute seule chez moi, personne ne vient me solliciter, donc je peux consolider peu à peu dans cette boucle renforçante que je suis pas intéressante. Je pense qu'on est sans doute beaucoup à avoir expérimenté ce genre de boucle à petite échelle. Cette personne ne m'aime pas alors que j'ai rien fait, ça me vexe, alors moi je vais pas être sympa avec elle ou je vais l'ignorer, et donc il y a peut-être des chances qu'au final, elle ne m'aime effectivement pas vu que je l'ignore, alors qu'à la base, elle était peut-être aussi juste timide ou préoccupée. Alors comment on fait quand on est coincé dans cette boucle ? La psy que je suis remet en cause ça. Ça ne prouve rien du tout. On commence par arrêter de dire que ça prouve que vous vous êtes pas montré. Alors, comme vous ne vous êtes pas montré, personne ne vous a vu. La première chose qu'on peut remettre à sa place, donc, quand on a une interaction qu'on a jugée pas très satisfaisante, c'est de se dire qu'elle ne prouve rien, ni sur nous, ni sur les autres. Ça permet jamais de se faire une opinion définitive. Mais Laurie Hawkes me parle d'un autre outil pour casser cette boucle. Elle fait visualiser à ses patients un tableau avec 3 colonnes. Dans la première, il y a notre croyance de départ. Il y a une flèche vers la deuxième, où on voit les comportements que cette croyance induise, et dans la troisième, les réactions que ça provoque en face. Donc en thérapie, on va se servir, moi je me sers beaucoup de ce tableau, pour montrer à la personne tous les endroits où on peut intervenir. Je dis, bon, la vision de vous-même, c'est ce qui va changer en dernier. C'est ce qui va changer en dernier ? Ouais. Ah oui, parce que c'est plus profondément enfoui. Chaque colonne a un lien de causalité avec la suivante. Et pour briser cet enchaînement, on ne peut pas commencer par la colonne de la croyance. Juste dire, allez, je décide que je suis intéressante. Non. Mais avec ce tableau, on peut viser à changer le comportement, donc faire des choses qui font qu'il y a des chances que les autres me répondent autrement. Plutôt que d'aller en soirée, faire des activités à plusieurs, s'inscrire quelque part dans une association ou un club sportif, avoir un contexte dans lequel parler aux gens est presque nécessaire avec des sujets à portée de main. Michael Cardas, que vous avez entendu tout à l'heure, me parle d'autre chose qu'il est bon d'avoir en tête quand on est enfermé dans des croyances sur nous-mêmes. Il me dit qu'il a mené une étude qui démontre que l'appréciation que les autres ont de nous, c'est pas la seule chose que nous sous-estimons. Lui, il s'est intéressé à ce que pensent les gens avant d'entamer une conversation. L'étude que j'ai menée avec Nicolas Epley et un autre collaborateur s'intéresse à une décision qu'on prend avant d'entamer une conversation avec quelqu'un. Dans ces cas-là, on réfléchit souvent au thème qu'on va aborder en anticipant les réactions que ça pourrait provoquer en face.
Donc si je pense qu'un sujet risque d'être un peu gênant, je vais éviter de l'évoquer. Et l'étude montre que quand les gens ont des conversations un peu plus intenses ou profondes en tête, ils hésitent à aborder ces sujets parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit plus gênant que ça ne l'est en réalité. This inaccurate expectation before a conversation has taken place. Et le fait d'anticiper ces réactions empêche les gens d'avoir des conversations qui pourraient créer des liens plus forts avec l'autre personne. C'est une tendance systémique. Ça ne veut pas dire que c'est le cas à chaque fois, mais les gens estiment souvent que ces conversations seront moins agréables que ce qu'elles ne s'avèrent être. Ce que démontre l'étude, c'est donc qu'on sous-estime l'intérêt que l'autre pourrait porter à ce qu'on dit. On juge nos sujets de conversation à l'avance, et comme pour le liking gap, on a majoritairement tort. Par ailleurs, on s'empêche de traiter de sujets qui nous importent vraiment, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de se montrer. On identifie ça comme un risque. Se montrer vulnérable avec quelqu'un, ça comporte un risque. C'est que la personne en face ne répond pas de manière positive et prosociale. Mais c'est en prenant ce risque que vous ouvrez la possibilité d'une relation plus profonde. Ça me fait penser qu'il y a un autre truc qu'on peut faire quand on a la sensation d'avoir raté une interaction ou qu'il y a eu un malentendu. Un truc qui nécessite, comme le dit Michael Kardas, de prendre un petit risque. C'est Julie, qui était persuadée que son mari ne la trouvait pas intéressante alors qu'il l'aimait bien, qui en a fait l'expérience récemment, et il me semble que c'est quelque chose à laquelle on peut tous s'identifier. Ça fait pas très longtemps qu'on habite où on habite, et en fait il y a un super groupe de voisins, on a été tout de suite super bien accueillis, donc c'est super chouette. On a déjà participé à pas mal de soirées avec eux, donc c'est cool. Moi, j'ai vraiment très envie d'être bien intégrée à ce groupe. Ils font aussi certains du sport ensemble. Ils avaient créé un groupe WhatsApp. Puis moi, j'avais commencé à participer. Puis en fait, après, je me suis enlevée du groupe parce que finalement, moi, j'avais pas forcément le temps, pas l'envie. J'ai eu peur que ma voisine le perçoive mal. Et on a fait une soirée et où du coup, j'ai eu l'impression que ça l'avait gênée et qu'elle était plus distante. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, j'ai eu ce ressenti-là. Et en fait, elle m'a dit mais tu sais, déjà, je n'avais même pas vu que tu étais partie du groupe. Et elle me dit mais pas du tout. Enfin, faut pas elle me dit moi, je me prends pas la tête. Et il faut pas te prendre la tête. Et donc voilà quoi. La voisine de Julie n'avait même pas remarqué que Julie était partie du groupe. Elle était donc en train de se faire des nœuds à la tête pour quelque chose qui n'existait pas pour l'autre. L'action qu'a entreprise Julie d'aller vérifier son ressenti auprès de la personne qu'elle pensait avoir froissée me semble d'ailleurs très saine. Ça lui permet de ne pas ruminer ce moment indéfiniment. Une autre histoire me convainc de l'intérêt de cette méthode qui s'appelle Rio, la communication. Si l'autrice de BD me raconte une interaction sociale objectivement ratée avec une autre autrice de BD. C'est vrai que, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait des rencontres qui foirent. Par exemple, on a quand même un truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression de se connaître, mais on ne se connaît pas. Et dans le milieu de la bande dessinée, par exemple, on est beaucoup à interagir. Enfin, on n'est pas si nombreux que ça, à faire de la bande dessinée quand même. Donc, très vite, les connexions se font. Mais je ne connais pas forcément les visages, par exemple. Et en plus, j'ai une très mauvaise mémoire des visages. C'est terrible, ça empire tout. Et en soirée, la première fois que je rencontre, je ne calcule pas parce que je ne sais pas véritablement, en fait, j'ai pas son visage, je me souviens plus, je suis dans la soirée avec des potes. Ça lui est donc arrivé avec une autre dessinatrice de BD, Maud Bénézit, qui a écrit J'y vais mais j'ai peur ou Il est où le patron, une super BD sur les femmes paysannes. Elles interagissaient régulièrement sur Instagram avant de se rencontrer pour de vrai. Il y a eu un espèce d'acte manqué. On était à Quai des Bulles, donc Quai des Bulles, c'est un très gros festival de bande dessinée à Saint-Malo. Je la calcule pas alors qu'on discutait depuis longtemps sur Instagram. Et là, je percute, je fais mais son pseudo c'est BDZit. Mais pas Maud, on me l'a présenté comme Maud, je sais pas qui c'est Maud. Elle s'est dit mais putain, mais pourquoi elle me calcule pas, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, je pense qu'à mon avis, elle a dû se dire légitimement, mais qu'elle connaisse, pourquoi elle me parle pas? Vraiment, on en rit maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis vraiment liquéfiée en me disant mon Dieu, je suis désolée et tout. Si n'a donc pas fait le lien entre la personne avec qui elle parlait sur Instagram, BDZit, et celle qu'on lui a présentée par son prénom, c'est-à-dire Maud. J'ai contacté Maud Bénézit sur Instagram pour avoir sa version à elle de cette première rencontre IRL. Dans son histoire, elle arrive à la soirée Où est Si avec un copain de la BD qu'elles ont en commun. Je sais plus comment ça se passe, mais en tout cas, il dit c'est Maud.
Et elle fait genre ok, avec un peu un air où je sens qu'elle doit. Enfin, d'un côté je me dis elle voit pas trop et en même temps elle était en pleine discussion avec quelqu'un d'autre, donc il y avait un côté un peu genre bon voilà. Et sauf que vu qu'il y a un côté on se parle sur Insta, donc c'est bizarre de juste s'arrêter à ça. Donc je propose qu'on se fasse la bise alors que c'est un truc que j'aime pas trop. Et je me dis après coup ça c'est un peu chelou. Bref, donc on se fait la bise, mais après genre elle retourne à sa discussion et elle me calcule pas du tout. Vous le voyez, hein, ce moment de malaise, vous faites la bise alors que vous aimez pas ça à quelqu'un qui vous reconnaît même pas. Moi, je le vois. Cyrielle est persuadée que Maud pense que c'est une connasse. Maud, quant à elle, a à peu près analysé correctement la situation, à ceci près qu'elle n'ose pas lui dire, de peur d'effectivement subir un rejet. Je me suis posé la question, est-ce que je retourne la voir pour dire, au fait, c'est moi, Bédésite. Et en fait, là où je me suis quand même vachement dévalorisée, je me suis dit, bon, à tous les coups, elle sait parce qu'elle a fait le jury. Je suis avec Jim, enfin voilà, c'est juste qu'elle était occupée à autre chose et qu'en fait on n'est pas non plus copines, on se parle vite fait sur Insta. Et du coup je me suis imaginée lui dire au fait c'est moi Bédésite et qu'elle me réponde ouais je sais. Et que du coup je suis genre putain merde. Et du coup en imaginant ce scénario qui était pas ouf, je me suis dit en fait je vais rien dire, elle doit savoir et juste elle est occupée et bref. Maud a eu peur de se rendre compte qu'en fait Si s'en foutait vraiment. Résultat, une interaction ratée qui aurait pu en rester là. Mais quelques jours plus tard, Maud poste une story avec son visage, ce qui finit par faire tilter Si. Depuis, Maud et Si en rigolent régulièrement, et ce qui aurait pu rester un moment un peu honteux pour toutes les deux est devenu la légende de leur rencontre. Ça me fait penser à ce que disait Michael Cardass sur le fait qu'on n'ose pas partager des choses intimes avec des gens parce qu'on a peur de les mettre mal à l'aise. Parce que si Maud n'a pas dit tout de suite à Si « Ah, mais c'est moi en fait, tu sais, Bédésite », c'est qu'elle a eu peur d'être déçue, pire, d'être un peu humiliée. Et c'est exactement ce qu'il me décrit. Révéler quelque chose de soi-même crée plus de vulnérabilité que de ne rien partager. Ou de parler de choses triviales ou superficielles, comme la météo par exemple. Mais c'est aussi ces actes de vulnérabilité, ces confidences en fait, qui relient les gens et les connectent quand ils sont réciproques. Et en n'ayant pas peur de révéler l'une à l'autre leur vulnérabilité, leur peur d'avoir été ignorée d'un côté ou de s'être mal comportée de l'autre, Maud et Si ont créé un souvenir et un lien plus fort que si elles avaient toutes les deux fait semblant de ne pas se souvenir de ce moment un peu gênant. De même que Julie a sans doute planté les graines d'une relation sincère avec sa voisine. Alors j'espère que ça vous détend un peu cette histoire de liking gap. Personnellement, j'y ai encore pensé hier soir en me couchant, en repensant à un petit appel en visio que j'avais eu dans la journée pour faire taire ma petite voix pas très sympa. Et résultat, j'ai très bien dormi. Donc j'espère que ça va marcher pour vous aussi. Et sinon, j'ai une solution pour vous entraîner aux interactions sociales sans déclencher des torrents de pensées négatives. Mais ça, c'est le sujet de notre prochain épisode. Je suis Marie Misset et vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Renaud Vatine. Elsa Berthaud est en charge de la production. Merci de nous suivre tous les 15 jours. Si vous avez peur de rater un épisode, surtout, très simple, abonnez-vous. Et si vous voulez me donner plein de billes contre mon monologue intérieur méchant, vous pouvez nous laisser plein d'étoiles sur votre appli préféré. À dans 2 semaines.